Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel expresso de Rassemblimo. On est en live, je vois que le live vient de se lancer dans le groupe, donc tout fonctionne. Faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous êtes avec nous. Le temps qu'on accueille Julie, voilà, je vois que c'est lancé, je vois que vous êtes quelques-uns à être connectés. Salut à tous. Dites-nous un petit bonjour en commentaire avant qu'on démarre avec Julie. J'espère que vous avez votre café. Julie, tu n'as pas ton café? Non, j'ai de l'eau, mais je n'ai pas le café. Non, je l'ai pris avant. J'ai anticipé. Bon, moi, j'ai mon café. Mais en fait, il est vide, parce que je l'ai bu juste avant qu'on démarre. Voilà, c'est ça. Il faut que j'arrête de faire semblant. Ok, j'ai compris, j'arrête de faire semblant. Mais tu peux avoir le croissant. Ah non, ça c'est péché. Salut Stéphanie, ravi de te retrouver. Salut Aurélie. Salut Karine. Voilà, je vois qu'on a les fidèles au poste. Valérie, Bérénice, salut à tous. Merci encore une fois à tous d'être présents. Tiens, j'en profite, on a quelqu'un qui est certes présente, mais de manière anonyme. Donc, cliquez sur le lien qui est en descriptif du post pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil pour que je sache à qui on a affaire. Salut Nadia. Bon, ça fait plaisir de tous vous voir de bon matin. Je suis ravi d'accueillir Julie. Julie, ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui nous regardent? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Je suis aussi ravie, même si je n'ai pas le café, c'est pas grave. C'est tout aussi convivial. Donc, moi, je suis Julie. Je suis cofondatrice, co-gérante de Closer Evolution. Donc, Closer Evolution, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et notre domaine, notre cœur d'expertise, c'est la vente et plus particulièrement la vente par téléphone sur ce qu'on appelle des leads chauds, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le prospecting, on est plutôt dans le système, tout le système qui fait que c'est le prospect qui prend rendez-vous avec nous et le prospect a déjà des connaissances sur le produit ou le service que nous on vend. Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est installé maintenant et on a fait, je crois, j'ai pas compté dernièrement, mais je crois presque 2 millions d'euros de vente pour nos clients, donc on est ravis. Julie, c'est quoi ton parcours un petit peu avant de faire ce qu'on appelle du closing au téléphone? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, j'ai un parcours, finalement, j'ai envie de dire atypique, mais pas tellement que ça, parce qu'on est beaucoup à avoir un parcours un petit peu similaire. C'est-à-dire que j'ai pas commencé ma carrière dans le closing, j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie-restauration. Donc, mon grand rêve, c'était d'être réceptionniste dans les grands palaces, Georges V, etc. Donc, j'ai fait toutes mes études dedans, et puis je me suis très vite rendu compte qu'en fait, l'hôtellerie, c'est cool, mais surtout pour les clients, en fait, parce que le côté employé, c'est vraiment difficile. Je suis arrivée à un poste très jeune avec beaucoup de responsabilités. Je suis arrivée au poste de directrice adjointe d'un hôtel 4 étoiles de plus de 100 chambres à 25 ans. J'ai fini en burn-out, quoi, parce que c'est pas compliqué, on faisait des journées de 10-12 heures au travail. On pouvait très bien être là le matin très tôt à 7 heures et partir à 23 heures. Je dis on parce que j'ai rencontré mon conjoint là-bas et mon conjoint qui est du coup le cofondateur de Closer Evolution. Donc voilà, on s'est trouvé dans une situation où en fait on donnait beaucoup et on recevait rien en échange. Et à un moment donné, voilà, le burn-out nous a gentiment dit coucou. Donc on a décidé de tout quitter, sauf que tout quitter, pourquoi? Voilà, quand tu te reconvertis, c'est bien de tout quitter, mais tout quitter pourquoi? Donc, à un moment donné, je suis quelqu'un de très gourmande. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire un CAP pâtisserie. Alors, ne me demande pas pourquoi ou comment, parce que l'intérêt, c'était que je quitte ce métier pour avoir un métier un peu plus light, entre guillemets, en conditions de travail. Bon, la pâtisserie, c'est clairement pas la bonne chose. Vraiment, non. Non, c'est clair. Mais bon, ceci dit, j'ai passé 1 an dans les gâteaux, dans les ganaches, dans le sucre, dans les brioches. Donc, c'était pile ce qu'il me fallait après un burn-out. Tu vois, mon meilleur conseil pour pas dépasser le burn-out, c'est le sucre. Et puis, effectivement, je me suis vite rendu compte que j'allais finalement me diriger vers un métier qui est tout autant, comment je pourrais dire, énergivore pour finalement très peu de résultats financiers. Et puis Vincent, mon conjoint, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur Internet et c'est là qu'en fait, il a découvert le closing.
le côté vente par téléphone. Donc, en toute sincérité, on a décidé de devenir closer parce qu'on nous vendait le fait tu peux travailler d'où tu veux dans le monde, puisque finalement, tu as juste besoin d'un téléphone portable et à la limite d'une connexion Internet. Tu aides les gens à transformer leur vie, puisque finalement, tu leur vends un produit ou un service dont ils ont besoin, et tu peux gagner 10 000 euros par mois. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, ça, c'est quand même le rêve, quoi. Et puis finalement, quand tu arrives sur le marché, tu te rends compte qu'il y a quand même c'est pas tout blanc, tout rose, hein, comme n'importe quel métier. Et puis finalement, notre closing a énormément évolué dans le sens où aujourd'hui, c'est pas les 10 000 euros par mois qui sont les plus importants, c'est l'aide, l'écoute, l'authenticité dans un appel, parce que voilà, il faut se mettre à la place de votre prospect. Vous êtes peut-être la solution pour lui, et finalement c'est ça vers quoi on s'est tourné depuis un peu plus d'1 an maintenant, vraiment quelque chose tourné 100% authenticité. Alors, on a Sylvie donc, qui a priori vote quand tu parles sur le côté, j'allais dire horlogerie, mais je vais t'expliquer pourquoi, sur le côté hôtellerie. Et ensuite, on a également Ori qui nous fait une petite remarque, qui nous dit « Bonne idée, l'horloge derrière pour prouver que c'est en direct, vous pensez à tout. » Et je suis effectivement pas certain que l'horloge que vous avez derrière soit à l'heure. Donc, je sais non, c'est clair. Donc, du coup, on a mis le doute à Ori sur le fait qu'on était bien en live. Il faudrait que je montre. Oui, vous ne fiez pas à ça, là. Il est 9h07, Ori. Il est 9h07. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Je l'ai pas remarqué. Julie, pour repréciser, parce que je pense que c'est important avant qu'on rentre sur. Je voudrais vraiment qu'on aborde des sujets sur la vente, le téléphone, certaines croyances, etc. Ça me paraît très important pour les conseillers qui nous regardent. Donc, pour repréciser ce que vous faites aujourd'hui, même si aujourd'hui vous formez des closers, etc., on parle bien de gens qui travaillent pour des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs sur Internet, entre autres, qui génèrent des leads, qui génèrent des contacts, qui prennent des rendez-vous téléphoniques avec les gens que vous formez, avec vous-même et les gens que vous formez. Charge à vous, si possible, de vendre le produit ou le service qui convient le mieux à ces personnes qui prennent rendez-vous. Exactement. OK. Donc là, on n'est pas, je vais le préciser parce qu'on n'est pas dans tout à fait le téléphone de l'agent immobilier qui fait de la prospection, par exemple, à froid. Mais pour autant, je trouve qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants. C'est quoi pour toi les 2-3 qualités qui font un bon vendeur au téléphone parmi ceux que vous formez, etc. Qu'est-ce qui ressort finalement comme qualité pour ceux qui réussissent mieux que d'autres? Qualité numéro 1, l'écoute. C'est la base d'un appel téléphonique, en fait. C'est la base de tout. C'est l'écoute. Et quand je dis l'écoute, c'est aussi le fait de poser des questions. Plus vous posez des questions à votre prospect, et plus vous allez en découvrir sur sa situation et sur ses réels besoins. Parfois, un prospect n'est pas, quand je pourrais dire, il pense qu'il a des besoins, et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment la qualité numéro 1, c'est l'écoute. On est toujours dans l'écoute, puisque vraiment, quand je forme mes closers, je dis, vous allez au téléphone pour écouter votre prospect, pas pour vendre. Et c'est pendant que vous êtes en train de l'écouter et de lui poser des questions que seulement là, vous pouvez déterminer est-ce que ce que je lui propose va vraiment l'aider, auquel cas, oui, il faut que j'essaye de lui vendre quelque chose. Soit, concrètement, il y a eu un problème quelque part, finalement, mon prospect n'est pas si qualifié que ça, ou c'est peut-être trop tôt, ou voilà, il va peut-être s'endetter à hauteur trop importante, et concrètement, c'est pas ce qu'on veut pour lui non plus. Et auquel cas, à ce moment-là, on le disqualifie, c'est-à-dire qu'on lui dit très sincèrement, écoutez, je suis désolée, mais là, ça va pas être le moment. Donc, l'écoute, c'est vraiment la qualité numéro 1, puisque du coup, nous, vraiment, dans la manière dont on le voit, c'est un appel se termine pas forcément par une vente. Et c'est pas forcément la décision du prospect. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi le closer qui dit, concrètement, là, non, ça va pas être possible, c'est pas le plus stratégique pour vous. Donc ça, ce sera la première qualité. Je peux t'arrêter à ce stade, au stade de la première. Ouais. Donc, en fait, il y a une vraie dimension de coaching. En fait, vous coachez à la décision, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette dimension de coaching, c'est que moi, j'ai tendance souvent à dire qu'en termes de communication chez les conseillers immobiliers, il faut être vigilant, il faut avoir une communication qui vise à coacher ses prospects et pas à les culpabiliser. Et donc, je pense que vous avez vraiment cette dimension-là. Et puis, sur cette dimension de coaching, j'aime bien aussi l'idée que toutes les options sont sur la table. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra avec Julien Raffin ce soir en webconférence à 18h30. Pour ceux qui n'êtes pas encore inscrits, il faut que vous inscriviez sur le mandat exclusif. C'est que, en fait, il y a toutes les options qui sont sur la table dans un rendez-vous. Le client décide de travailler avec vous, il décide de ne pas travailler avec vous, ou vous décidez de ne pas travailler avec le client parce que ce ne serait pas lui rendre service. Donc, il y a aussi cette option-là. Le parallèle est très intéressant de ce point de vue-là.
Exactement. Deuxième qualité? Deuxième qualité, je dirais l'authenticité et finalement transparence aussi. C'est deux mots qui se ressemblent très fortement. Voilà, comme je le disais, en fait, nous, un appel, il n'est pas tourné vente. Exit les méthodes un peu pushy, où on est là à essayer de forcer le produit. On force la transformation, mais on force pas le produit, en fait. Et c'est vraiment combiné ensemble. Si vraiment le closer, le vendeur, à ce côté écoute, réel intérêt, empathie aussi, ce serait finalement la troisième qualité, tu sais, une réelle empathie, et puis un côté de transparence et authenticité, c'est là où il y a le parfait match pour justement rendre service au prospect, soit en lui disant, bah voilà, concrètement, aujourd'hui, ça va pas le faire, soit au contraire, en essayant de lui prouver que votre produit ou votre service, c'est le bon pour lui. C'est intéressant parce que là aussi, il y a un parallèle qui est intéressant avec le fait finalement, et je trouve que c'est une erreur que font beaucoup de conseillers immobiliers lorsqu'il s'agit de convaincre un vendeur, notamment de leur confier un mandat exclusif. Autre sujet qu'on abordera ce soir avec Julien, sur le fait de vendre la destination et pas le véhicule en fait. Et c'est ça que tu es en train de dire quand tu dis qu'en fait, on n'est pas là pour vendre le produit, on est là finalement pour vendre la transformation. Mais c'est exactement la même chose avec un propriétaire vendeur. C'est qu'un propriétaire vendeur, il veut juste être certain qu'en passant par vous, il va vendre dans les meilleures conditions de prix, dans les meilleurs délais et en toute sérénité. Après, la manière, le drone, la visite virtuelle, le truc, le machin, en fait, fondamentalement, le client s'en fiche. Ça, c'est le véhicule. Lui, il s'en fiche que vous l'emmeniez en hélicoptère ou en bateau. Ce qui l'intéresse, c'est juste d'être certain d'atteindre la destination. Et donc, c'est ça, en fait, que vous faites aussi de ce point de vue-là. Bah, vous vendez en fait Hawaï, vous vendez pas la classe intermédiaire où vous êtes tous serrés, les films pourris, le bébé qui pleure derrière et les repas qui vous plaisent pas. Vous vendez pas ça en fait, vous vendez vraiment le côté. Voilà, nous on parle d'un côté transformation parce qu'on vend beaucoup de produits qui aident à transformer les gens, mais finalement un achat immobilier, en soi c'est un peu une transformation de vie, je trouve. Ah mais c'est une vraie transition et cette transition, elle doit se mener de la manière effectivement la plus sereine et la plus tranquille d'esprit, ça c'est clair. Autre question, Julie, c'était là encore chez les gens qui performent dans la vente, comment est-ce que ces personnes se préparent au rendez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose, un vrai travail de préparation préalable à un appel téléphonique? Alors, si tu veux, il y a la préparation bien en amont de l'appel et c'est vraiment ce qu'on fait quand on forme les gens qui travaillent avec nous, c'est justement de faire comprendre les vraies raisons de la vente. Donc, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tu vas pas dans l'appel avec l'objectif de vendre. Ton objectif numéro 1 en allant dans l'appel, c'est de découvrir qui est ton client, quelle est sa situation actuelle, quelles sont ses motivations, de quoi il a envie et finalement, qu'est-ce qui bloque entre les deux. Et est-ce que oui, on peut t'aider? Est-ce que oui, on peut aider cette personne ou pas? Donc, tu as déjà tout ce travail en amont qui est assez psychologique parce que finalement, aujourd'hui, la vente a quand même... Enfin, nous, surtout dans le closing, mais ça a quand même un aspect très, justement, très pushy, très tourné vers ma commission plutôt que tourné vers le client. Et en fait, il y a déjà tout un travail en amont qu'on fait avec eux pour leur faire comprendre que non, en fait, effectivement, ta commission, ton salaire, c'est important, mais si tu n'es pas 100% tourné vers ton client, je peux t'assurer que ta commission, elle va de toute façon pas décoller. Le côté pushy, ça fonctionne de toute façon plus. Et surtout, j'ai envie de dire, avec ce qui s'est passé, le coronavirus, le confinement, déconfinement et tout ça, ça a créé des angoisses, des peurs et des frustrations en plus qu'il n'y avait pas forcément, avant. Et puis, tu as aussi un travail en amont, je dirais, dans l'instantané, juste avant l'appel, où déjà la stratégie numéro 1, c'est de connaître votre prospect avant même d'être au téléphone. Et pour ça, il faut utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition, c'est-à-dire nous, généralement, nos prospects, ils ont ce qu'on appelle un questionnaire de préqualification, c'est-à-dire qu'on en sait un petit peu plus sur eux avant d'être au téléphone. Il y a aussi Facebook, les réseaux sociaux. Vous pouvez googliser votre prospect aussi pour voir un petit peu quel est son parcours, etc. L'objectif, c'est vraiment de le connaître avant d'être au téléphone pour justement vous commencer à déterminer en fait si vous allez pouvoir l'aider et comment vous allez pouvoir l'aider. Et puis, il y a aussi ce côté très, très mindset. En closing, on utilise beaucoup le mindset, enfin l'état d'esprit, c'est-à-dire voilà, se mettre dans un esprit de 100% dédié au client, et être capable d'avoir un petit peu d'énergie là tout de suite maintenant. Donc ça passe par pas mal de petites stratégies qu'on utilise en interne qui seraient un peu longues à voir aujourd'hui, mais en gros on est très développement personnel. Juste avant un appel, on est très développement personnel.
Il y a 3 notions que tu as abordées qui, pour moi, sont fondamentales, sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Bon, là, on vient de parler de l'état d'esprit, du développement personnel, etc. Et on sait, là encore, y compris chez les agents immobiliers, chez les conseillers immobiliers, que là encore, c'est un facteur qui fait la différence. Parce que le métier de conseiller immobilier, c'est un métier qui se rapproche pour ça du closing, qui est fait à 90% d'échecs. Parce que c'est facile de dire, j'arrive à vendre, entre guillemets, dans 15% des cas, dans 20% des cas, etc. Idem avec la prospection téléphonique, c'est bien pour un conseiller immobilier, il va obtenir un rendez-vous une fois sur 10, 2 fois sur 10, mais ça veut donc dire par définition que dans 80 à 90% des cas, ça ne fonctionne pas. Et s'il n'y a pas cette dimension de développement personnel, confiance en soi, estime de soi, j'imagine d'un travail sur des ancrages psychologiques peut-être, travail sur des croyances, des affirmations positives, etc., qui font qu'on se met dans les meilleures dispositions, à la fois avant et aussi pour mieux vivre le potentiel échec, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Donc, il y a cette dimension-là qui me paraît fondamentale. C'est ça. Et c'est surtout que, en fait, il faut que tu te dises que tu peux avoir 3, 4, 5, 6 appels dans la journée, mais entre guillemets, ton nouveau prospect que tu vas avoir au téléphone, il y est pour rien si l'appel d'avant n'a pas fonctionné ou si l'appel d'avant s'est mal passé, etc. Et toi, c'est ton devoir, en fait, d'être à 100% dans chaque appel. Parce que finalement, ton prospect le vaut bien. Il a pris le temps de réserver avec toi. Il a des attentes aussi. Il a des besoins. Et puis finalement, il faut être capable de redémarrer tout de suite à 100% entre 2 appels. Et c'est ça le plus gros challenge. Autre chose que tu as dit tout à l'heure et sur laquelle je voudrais qu'on revienne, et après on aura encore une troisième. La deuxième, c'est cette dimension autour de la commission, etc., où ce que tu disais finalement, c'est qu'il faut éviter que l'enjeu dépasse le jeu. Moi, on m'a appris ça quand j'entraînais des gamins au foot, c'est que le but, c'était de leur apprendre à bien jouer, ce n'était pas la notion de résultat, parce que de toute façon, si on veut le résultat, qu'importe finalement la manière, l'enjeu va venir surpasser le jeu. Et il y a beaucoup de ça aussi chez les gens qui sont payés à la commission. Et encore une fois, un conseiller immobilier comme un closer au téléphone, c'est qu'à un moment donné, la pénurie crée un besoin qui va nuire à la qualité finalement du travail. Vous le ressentez, vous ? Oui, absolument. C'est absolument. Et c'est pour ça que nous, en interne, on a changé ce système de commission. On en avait marre, en fait, de tomber sur des closers, ce qu'on appelle les missionnaires, c'est-à-dire, en gros, ils n'étudient pas les possibilités de transformation du prospect. Ils sont en train de calculer quel est le salaire potentiellement qui peuvent se faire s'ils se transforment à 30%, etc. Et concrètement, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Concrètement, ça ne peut pas fonctionner parce que la base, encore une fois, de la vente, c'est d'abord votre prospect et effectivement, ensuite, bien sûr, le challenge, c'est de trouver une juste rémunération pour vous, en même temps d'être capable de donner à votre prospect autant que ce que vous recevez finalement financièrement. C'est ça le challenge. Mais effectivement, à la commission, ça peut être parfois assez cruel, entre guillemets. Et la troisième dimension, ce que tu abordais tout à l'heure, c'est sur l'importance du haut niveau d'information dont on a besoin avant le rendez-vous. Et là encore, on reviendra dessus avec Julien ce soir, notamment sur le sujet de la rentrée de mandat exclusif. Parce que, en fait, parmi les stratégies dont on va vous parler, etc., il y a vraiment cette idée de préqualifier votre rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de conseillers immobiliers qui arrivent en rendez-vous chez un propriétaire vendeur avec un niveau d'information qui est proche de 0. C'est-à-dire que puisque l'objectif était uniquement d'obtenir le rendez-vous, une fois que le rendez-vous est obtenu, à la limite, le travail s'arrête là et je vais chez le client et là, je découvre tout. Et le problème, c'est que du coup, on peut être pas suffisamment préparé au contexte dans lequel on va se retrouver et à l'état d'esprit dans lequel se trouve ce vendeur à ce moment-là. Alors que si on a fait un travail de préqualification, et on en parlera ce soir, un travail de préqualification en amont du rendez-vous, ça nous permet peut-être de lever les objections avant même le rendez-vous. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aborder certains sujets qui fâchent avant le rendez-vous pour être certain de lever ces objections le plus tôt possible, pour être certain d'arriver armé au rendez-vous. Et je sais qu'il y a cette dimension-là dans le travail que vous faites, y compris via des questionnaires de préqualification, parce que peut-être que en préconditionnant le prospect, en lui indiquant quelle va être la gamme de tarifs des produits dont on va parler, des différents sujets sur lesquels on va revenir, etc. D'une certaine manière, ça préqualifie et préconditionne les gens qui arrivent déjà, ils savent à peu près à quoi s'attendre au moment où ils y arrivent et ça vous permet, je pense, de mieux faire votre travail, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Nous, on aime, et c'est l'essentiel, nous, la base de nos rendez-vous téléphoniques qui durent 45 minutes. 45 minutes, c'est à la fois très long quand on n'a rien à dire, et en même temps, c'est à la fois très court quand on a beaucoup d'informations et beaucoup d'endroits où creuser. Et en fait, ce questionnaire de préqualification, il faut qu'il soit stratégique, c'est-à-dire qu'il faut, dedans, que vous ayez les éléments de réponse
là où vous allez creuser en fait pendant le rendez-vous. Donc nous, c'est clairement effectivement ce côté budget, c'est important de préqualifier sur ce côté budget. C'est aussi savoir quelle est leur situation actuelle, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de nous, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont pris le temps de réserver cet appel téléphonique, parce que mine de rien, ça reste quand même 45 minutes dans un agenda, quels sont leurs doutes, leurs frustrations et quels sont leurs besoins. Et en fait, là, on a déjà une base solide d'informations sur le prospect. Et bien sûr, libre à nous ensuite de continuer à chercher sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, d'autres informations dont on aurait besoin. Par exemple, là, typiquement, j'écoutais hier l'appel d'un de mes closers. Elle a eu une femme quand même assez successful au téléphone puisqu'elle a fait un TEDx. Et c'est important de le savoir avant parce que forcément, elle va adapter son langage à cette personne qui a déjà une certaine notoriété. Elle ne va pas lui parler de la même manière qu'à une personne sur laquelle elle aurait trouvé peut-être zéro information, quelqu'un avec un parcours peut-être un peu plus traditionnel. Donc tout ça, c'est aussi une manière de vous adapter aussi au prospect. Julie, une autre dimension que j'aimerais qu'on creuse avant de terminer cette interview, c'est la dimension émotionnelle. Parce que là encore, c'est un sujet sur lequel j'interviens beaucoup auprès des conseillers immobiliers sur finalement quelles sont les craintes, les peurs, le côté très anxiogène d'une transaction immobilière, les souvenirs aussi. Ceux qui me suivent, vous savez que j'accorde de l'importance à cette notion autour des 4 deuils du propriétaire-vendeur, qui doit faire le deuil de ses souvenirs, de ses habitudes, des relations qu'il a nouées autour de son logement, etc. Ce sont des sujets que les conseillers immobiliers abordent trop peu. Et je pense qu'ils passent à côté d'une dimension qui est fondamentale pour connecter finalement avec leur interlocuteur sur le bon niveau, sa bonne fréquence émotionnelle qui permet une meilleure transformation. Comment est-ce que vous abordez cette dimension émotionnelle sans tomber dans un travers que l'on pourrait avoir dans une industrie comme la vôtre, qui serait d'aller trop loin finalement dans le problème du client, dans ses souffrances, etc. Et où là, on pourrait tomber dans un travers un peu dangereux. Ouais, c'est difficile ce que tu me demandes parce que c'est vrai que nous, notre expertise, c'est justement d'aller dans un travers très personnel qui est peut-être pas forcément ultra applicable dans votre métier, mais déjà, effectivement, la première chose, c'est de justement préqualifier aussi ce côté émotionnel justement avant. Donc, typiquement dans le questionnaire, enfin dans un moyen de préqualifier avant, ça peut être ultra stratégique. Et effectivement, nous, on passe par un process qui est déjà, l'étape 1, c'est quoi la situation actuelle? C'est quoi ce qui se passe là, à l'heure actuelle? Donc, c'est typiquement quelque chose que votre prospect pourrait confier à un inconnu qui reviendrait de rencontrer dans un bar. Typiquement, c'est la surface de l'iceberg. Ensuite, on va un petit peu plus loin. On cherche quelles sont les répercussions de la situation actuelle. Il y a forcément, à un moment donné, des répercussions sur tous les aspects de la vie, que ce soit le côté personnel, familial, financier, aussi, donc on cherche aussi tout ce côté répercussion. Et après, nous, c'est vrai que dans notre expertise, on va vraiment dans le côté sentimental, c'est-à-dire concrètement comment vous vous sentez aujourd'hui, qui est peut-être pas là le côté le plus stratégique en immobilier, mais déjà le côté répercussion, je pense que ça peut être ultra intéressant de creuser là-dedans parce que chaque situation que votre prospect vit a forcément des répercussions sur un autre aspect de sa vie et qui a besoin d'être résolu en fait. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de parallèle parce que tu te présentes chez un propriétaire-vendeur et tu commences bien évidemment, et je vous le répète, à t'installer d'abord avec lui pour échanger avant de regarder la maison, etc. Et tu vas découvrir où il en est. Effectivement, la première question, c'est peut-être, bon, racontez-moi, vous en êtes toute cette transaction, ça a démarré, ça n'a pas démarré, si oui, qu'est-ce qui se passe, racontez-moi. Et de poser inévitablement la question qui va derrière, c'est et du coup, vous vous sentez comment par rapport à ça? Et ça aussi, c'est une question qu'on ne pose pas suffisamment en immobilier. C'est que oui, une fois que le gars te dit qu'il est en échec, qu'il y a des visites, mais que personne ne se positionne, ou qu'il n'y a pas de visite, ou que l'agent immobilier précédent a mal fait son travail, etc., on s'arrête souvent là, plutôt que de lui demander aussi. Et du coup, par rapport à ça, vous vous sentez comment et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, etc. Pour ensuite le projeter sur, d'accord, et donc du coup, si cet appartement ou cette maison ne se vend pas dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le plan factuel, on est en galère, machin, j'en sais rien, je suis muté, c'est embêtant, blablabla. Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Et là encore, de creuser aussi sur le plan émotionnel. Et je ne crois pas que c'est ne pas rendre service au client que de lui poser ces questions sur ce levier-là, parce que encore une fois, c'est ce qui va vous différencier d'un conseiller immobilier qui va rester en surface. D'ailleurs, c'est le conseiller immobilier qui peut être remplacé par une intelligence artificielle demain. D'ailleurs, tant qu'on restera en surface, finalement,
du point de vue de la connexion personnelle, relationnelle et émotionnelle, je pense qu'on est en danger. Et c'est justement parce qu'on est capable de connecter à un niveau plus profond avec nos prospects qu'on a encore de beaux jours devant nous. Donc, il faut vraiment creuser cette option-là. Je pense qu'il y a un vrai parallèle par rapport à ça. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu es assis à la table du salon en train de boire un café avec le client qu'au bout du téléphone. Ça, c'est une vraie performance de pouvoir connecter à ce niveau-là avec un prospect, avec un outil qui est un téléphone. Oui, après, tu as un côté aussi beaucoup plus intime quand tu es en face-to-face. Et c'est vrai que de demander comment vous vous sentez par rapport à ça, ça peut être un peu intimidant. Et c'est pour ça que je disais un préambule, parce qu'en fait, un prospect, avant de lui demander comment il se sent par rapport à ça, il y a justement tout ce process avant à suivre. C'est-à-dire que si vous, comment je pourrais dire, vous découvrez un peu la situation actuelle et que vous passez tout de suite dans comment vous vous sentez par rapport à ça, ça peut être vécu un peu comme intrusif. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on aime bien placer ce côté répercussions, parce que typiquement quelqu'un qui voudrait acheter une nouvelle maison, qui est en train d'essayer de vendre la sienne, ça a forcément des répercussions sur, voilà, en gros, des répercussions sur mon couple, peut-être que ça crée des tensions, des répercussions financières, concrètement on voudrait acheter une autre maison et là aujourd'hui on est bloqué, donc on est frustré, etc. Et c'est pour ça que le côté répercussion, c'est pile le bon préambule entre 1, quelle est la situation actuelle, et 3, comment vous vous sentez par rapport à ça. C'est emmener doucement le prospect vers quelque chose de plus intime, parce que mine de rien, au début, vous connaissez pas, donc ça peut être un petit peu intrusif. Et justement, le côté répercussion, c'est clairement un moyen plus doux d'amener vers le côté « je me livre », parce que le prospect doit se livrer à vous, et pour qu'il se livre à vous, il doit avoir confiance. Et comment on crée de la confiance? Tout simplement en posant des questions, plutôt que d'aller tout de suite dans le côté émotionnel qui serait vécu comme intrusif, je pense. Salut Alexis, salut à tous. N'hésitez pas à poser des questions à Julie ou à commenter. On répondra, enfin Julie répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, profitez-en, on est en direct. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. C'est une super pépite que tu viens de donner sur la transition entre le côté factuel et le côté émotionnel en passant par l'étape répercussion. Je trouve ça intéressant de, voilà, votre maison elle n'est toujours pas vendue, c'est un fait. Quelles vont être les répercussions? Généralement, la réponse, tu as raison, elle est plutôt superficielle du point de vue du client. C'est oui, du coup, on va être embêté parce que les enfants, blablabla. Ça reste encore un niveau superficiel. Mais oui, mais du coup, si les enfants ne peuvent pas faire la rentrée en septembre, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est une galère. Du coup, cette galère, c'est quoi? Et oui, mais nous, on serait frustrés, puis ça va engendrer peut-être des tensions, etc., etc. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette couche répercussion avant de rentrer dans la dimension émotionnelle. Je trouve ça très, très intéressant. On va prendre les questions. Vas-y. Côté vision, comme tu disais tout à l'heure, ok, et du coup, si vous arriviez à vendre votre maison et tout, c'est bien aussi de finalement, nous, dans le côté visionnaire, c'est-à-dire dans les motivations du prospect, on utilise la même, entre guillemets, échelle émotionnelle, c'est-à-dire en gros, ce serait quoi la situation rêvée? Ce serait quoi les répercussions positives sur votre vie si vous aviez du coup la situation résolue? Et du coup, comment est-ce que vous pourriez vous sentir si tous les feux étaient ouverts, en tout cas si tout était résolu? Et du coup, ça crée un vrai intérêt chez le prospect parce qu'il voit concrètement qu'il veut s'en sortir et qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Avant, Julie, qu'on passe à nos 3 petites questions traditionnelles pour terminer cette interview, n'hésitez pas à liker cette interview, que vous soyez dans le groupe Rassemblement actuellement en train de la regarder en live ou en replay, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Commentez, on répond à tous les commentaires, likez-la, partagez à quelqu'un à qui ça pourrait être utile, quelqu'un qui a la phobie du téléphone et de la vente. N'hésitez pas à partager cette interview, ça permettra de faire connaître encore plus ce format. Julie, 3 petites questions traditionnelles pour terminer cette interview. La première, et encore une fois, s'il y a des questions, on les prendra en cours de route. La première, quel est ton rapport, ou votre rapport, parce que je sais que tu es en couple, au logement? On a un rapport ultra différent. Vincent, il est complètement, comment je pourrais dire, libéré de tout ce qui est... Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, si demain tu lui donnais le budget, il serait déjà en train d'acheter un immeuble. Voilà. Que moi, c'est clairement anxiogène. C'est clairement anxiogène. Enfin, je me dis, j'ai essayé de chercher ce matin, qu'est-ce que je vais acheter dans ma vie à hauteur financière d'une maison? Ben, rien, concrètement, c'est le plus gros achat de ta vie. Si tu te loupes, aïe, c'est compliqué, quoi. Et j'étais en train de me dire qu'en fait, un achat immobilier, je me souviens, moi personnellement, comme je suis attachée, c'est quelque chose d'anxiogène pour moi.
je sais dans ma tête que je me souviendrai toute ma vie de l'agent immobilier qui va me vendre ma maison. Soit en bien, soit en mal. Ça, c'est à lui de faire son boulot, mais je sais que toute ma vie, je me souviendrai de ce mec qui m'a fait signer un truc avec 4 zéros dessus, avec un crédit, etc. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très anxiogène avec l'argent. Et donc, la maison, clairement, moi, j'imagine la maison de ma vie. J'imagine pas forcément déménager plusieurs fois. J'imagine vraiment ancrer le côté racine, famille, héberger mes enfants, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, j'imagine pas déménager toutes les 5 minutes. Et autant, je faisais le parallèle dans ma tête ce matin. On a cherché à acheter une voiture. Et je me disais, le vendeur est vraiment nul. C'est-à-dire que le mec a pas du tout cherché à nous connaître, quels étaient nos besoins, de quoi on avait envie, etc. Jusqu'au moment où on a failli signer, mais sauf que on s'est rendu compte que la voiture, elle faisait 115 chevaux. Donc, en gros, c'est un veau. Et nous, on n'a pas envie d'un veau. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage parce qu'il est passé à côté d'une vente, simplement s'il nous avait écoutés. Et je me dis, mais si l'agent immobilier qui veut me vendre ma maison, il fait la même chose, je risque de me retrouver dans un bien qui va pas me plaire, ou je vais faire 50 visites qui vont m'épuiser parce qu'au final, il n'a pas compris de quoi j'avais besoin. Donc, moi, clairement, Vincent, lui, c'est le côté libéré, allons-y, achetons. Moi, c'est le côté anxiogène, quoi. Est-ce que tu crois que c'est lié, parce que je connais un peu votre situation, est-ce que tu crois que c'est lié au fait d'être une jeune maman? Est-ce qu'il y a un rapport aussi, parce que je sais que pour avoir discuté avec beaucoup de femmes au moment de l'achat, etc., tu as parlé de famille, tu as parlé de cocon, tu as parlé de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est lié au rapport aussi de mère protectrice d'une famille, etc., et le logement occupe une place importante dans cette dimension-là? Alors, bien sûr, ça a une place importante, mais j'ai toujours été angoissée par le côté immobilier. Enfin, tu vois, je me suis jamais intéressée à ça parce que pour moi, c'était tout de suite quelque chose de risqué. Tandis que concrètement, Vincent, lui, a déjà, je crois qu'il a déjà son 3e appartement d'acheter, revendu, loué, etc. Bref, mais voilà, lui, il a quand même ce côté très libéré avec l'argent. Donc, je sais pas, je pense que c'est lié énormément à ce que j'ai entendu de mes parents, puisque bien sûr, les premières personnes qui ont acheté, c'était mes parents. Et ma mère a toujours tombée sur des agents immobiliers qui ne l'avaient pas entièrement satisfaite. Et donc, du coup, j'ai toujours entendu ce côté risqué. De toute façon, ils sont là pour leur commission, etc., etc. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a angoissée. Peut-être encore plus, effectivement, que maintenant, j'ai la responsabilité de mon fils aujourd'hui, quoi. Du coup, ça m'amène à la deuxième question, et ensuite je voudrais qu'on réponde à Sophie qui a une question. Et du coup, qu'est-ce que en un mot, mais tu en as déjà dit beaucoup, qu'est-ce que tu attends d'un agent immobilier en fait, fondamentalement? C'est ce que je te disais en préambule. Un mot, c'est compliqué. Si vraiment je devais en avoir un, ce serait écoute. Ouais. Mais si j'ai le droit à un deuxième, ce serait authenticité. En tout cas, transparence. C'est marrant parce que j'aime bien faire cet exercice et on verra au fur et à mesure des interviews ce qui ressort. La semaine dernière avec Pascal, on avait l'enthousiasme, mais qui était très lié à sa personnalité à lui. Donc là, j'entends du coup l'écoute, l'authenticité, etc., qui me paraît effectivement être une dimension qui est fondamentale. On a Stéphanie d'ailleurs qui nous dit exactement, pour moi, en tant qu'acheteur, on doit choisir son agent immobilier qui doit écouter ses clients au-delà des caractéristiques techniques, mètres carrés, etc. C'est ça. Et moi, je me dis, mais comment on fait pour choisir son agent immobilier? Donc, si en fait, il y a un agent immobilier qui sort tout de suite du lot, je vais finalement tout de suite avoir confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, des agents immobiliers, il y en a quand même beaucoup sur le marché. Donc, vers qui je me tourne? Qui est la personne qui va trouver la pépite pour moi? Tu vois? Je voudrais qu'on réponde à Sophie. Donc Sophie dit, la question est longue, mais bonjour Sébastien et Julie, j'ai raté le début de la visio, mais il me semble que lorsqu'on appelle un vendeur, ça doit être très court comme conversation, donc là on est côté immobilier, pour récupérer par exemple son adresse mail, comme tu le suggères Sébastien, et donc du mal à voir comment appliquer ce qui est dit aujourd'hui. Donc Sophie, regarde du coup le début de l'interview, je pense que tout ce qu'a partagé Julie est très intéressant côté rendez-vous vendeur, donc côté non pas prospection, mais côté, j'ai obtenu mon rendez-vous, parce que c'est ce que fait Julie en fait, et ses équipes, c'est-à-dire qu'elles ont le rendez-vous et ensuite elles font de la vente. Donc le parallèle, il est plutôt, non pas sur le côté prospection de notre activité, mais sur le côté, une fois que je suis chez le client, quel est mon rapport avec mon client pour l'amener effectivement à la bonne décision. Pour autant, Sophie, on en parlera ce soir avec Julien lors de la webconférence à 18h30, il y a aussi cette dimension de nombre de conversations à avoir avant le rendez-vous, qui est un sujet qu'on aborde assez peu en immobilier, qui n'est pas juste je fais de la pige ou j'ai obtenu un rendez-vous et je vais chez le client. Tu peux aussi, Sophie, avoir une conversation avant le rendez-vous chez le client qui t'amène à creuser encore un peu plus
avant le rendez-vous, c'est-à-dire que tu as obtenu le rendez-vous, et avant le rendez-vous, tu vas préqualifier ton rendez-vous en posant déjà un certain nombre de questions en amont. Et ça, on en parlera du coup ce soir, Sophie, si tu veux assister à la conférence. La prospection et le vrai rendez-vous, c'est deux choses complètement différentes. Yolande nous dit, je fais ce métier pour l'écoute, justement. J'ai tellement été déçu des agents immobiliers dans mon expérience en tant que cliente. De toute façon, la vente, c'est de l'écoute, hein, on le sait, hein, c'est 80-90% d'écoute et 10 à 20% de temps de parole, finalement. Dans mon métier, on utilise la règle des 20-80, c'est ça en fait. Nous, on parle 20% et votre produit doit parler 80%. Donc, c'est pareil en rendez-vous avec un client. d'écoute, en fait. Donc, c'est ça. Julie, dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un livre à recommander à nos conseillers immobiliers qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un livre, toi ou vous, avec Vincent, qui vous a marqué en tant qu'entrepreneur? Et peut-être que du coup, je profite d'avoir enfin, les enfants sont repartis à l'école, regagné la salle à manger et non plus la chambre à coucher. Donc, du coup, il y a des livres et peut-être que du coup, je vous en donnerai un aussi. Vas-y, Julie. Ce serait Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Donc, Chris Voss, c'est un… Tu l'as là. Je l'ai en format Kindle, je ne l'ai pas… Voilà, c'est ça. Et en fait, Chris, c'est un négociateur du FBI. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas là-dedans. Mais en fait, si vous le prenez très second degré, finalement, qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui à la vente que je fais? Vous voyez qu'il y a plein de pépites comme les questions miroirs, le côté très authenticité. Il y a aussi beaucoup de tips sur la psychologie humaine. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on achète quelque chose, c'est par un processus psychologique et ce processus-là, il faut le comprendre, il faut le maîtriser. Finalement, la vente, c'est pas… Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de gens qui disent mais la vente, c'est de l'influence. Oui et non, c'est une influence positive, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne termine pas forcément l'appel, on ne termine pas forcément le rendez-vous par une vente. Mais effectivement, pour comprendre ce côté influence, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de votre prospect. Donc, c'est vrai que Chris en parle dans son livre et c'est un livre juste passionnant, à la fois pour le côté vente et à la fois pour le côté réalité du métier de FBI, quoi. Je l'ai recommandé effectivement à beaucoup de conseillers immobiliers. Je vois que Stéphanie aussi l'a lu et l'a adoré. Donc, si vous êtes conseiller immobilier, c'est une super pépite que vous a partagé Julie. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, VO2S. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous trouver, moi, du coup? Je vais vous prendre… allez. Hop là. Allez. The 12-week year. Voilà. L'année de 12 semaines. Sous-titre, traduction, je vous fais la traduction. Faites plus en 12 semaines que certains font en 12 mois. Ça a beaucoup changé mon approche en matière de fixation d'objectifs, de jalons dans une année pour atteindre un chiffre d'affaires, pour atteindre des objectifs qu'on s'est donnés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus qu'en objectif à 90 jours et non plus à l'année. Donc, je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires annuel, je n'ai que des objectifs de chiffre d'affaires, et entre autres, pas que de chiffre d'affaires, mais trimestriel. Et donc, tout est calibré sur le rythme des saisons. Sur 90 jours, il se trouve que 90 jours, c'est aussi le rythme des saisons. Il y a plein de choses qui sont régies au trimestre dans nos vies. Et du coup, c'est une approche très intéressante sur la construction de son activité, son entreprise, sur la base de trimestres et non plus d'années. Et effectivement, vous vous rendrez compte que vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses que ce que vous pensez en une année. Parce que le problème, c'est que quand on se fixe des objectifs à l'année, on a tendance à aller, comme ils sont très loin, d'abord, le temps de réagir, il est trop long parce que vous arrivez au mois d'avril et vous dites mince, je ne suis pas dans les clous, il faut que je réagisse, c'est déjà trop tard. Alors que dans un trimestre, chaque semaine compte. Donc, quand chaque semaine compte, ça rythme votre activité et ça vous permet de rectifier le tir très rapidement. Et en plus, vous avez probablement tendance à sous-estimer ce que vous êtes capable de faire en une année. Le fait d'avoir des objectifs ambitieux au trimestre vous permet de dépasser vos objectifs annuels. Donc, voilà aussi ce que je vous conseillerais. Pas certain qu'il soit traduit en français. Je vous invite à jeter un coup d'œil. L'auteur, c'est Brian P. Moran. Hop là. OK. Voilà, merci beaucoup, Julie, pour le temps accordé. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'espère que cette interview vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Venez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui ont été tournées depuis 18 mois. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, c'est dans le groupe privé Rassemblimo qu'il faut que vous nous retrouviez sur Facebook pour pouvoir y assister en live et interagir avec nos invités. Julie, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée. À vous aussi. À vous aussi. Et merci. Et moi, je vous retrouve aussi dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ils sont déjà calés. Ce sera de nouveau une dame.
professionnels de l'immobilier. Mais je ne vous en dis pas plus. Moi, je vous retrouve donc mardi prochain à 9 h pour une prochaine interview. Merci Julie, ciao, à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.